Bel bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de Cisé pour parler. Je suis aujourd'hui avec Valentin qui nous a amené sa Peugeot 306 2 litres S16 GTI. C'est ça. Je rappelle un peu le concept, le principe du projet. Le principe, c'est de partager notre passion de l'automobile. On s'assoit et on prend le temps de discuter, d'échanger pour en apprendre sur chacun et sur la vision de l'automobile qu'a chaque personne. Donc déjà, merci. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Voilà, je pars du principe que si tu as accepté d'être là, c'est parce que tu as envie qu'on partage des choses, tu as envie de partager des choses sur ta vision de l'auto, sur les différents choix que tu as fait. Déjà, qu'est-ce que tu penses du concept et qu'est-ce qui t'a fait te décider à passer? Écoute, déjà le concept ça change un peu de l'ordinaire parce que mine de rien on a beaucoup de souvent les mêmes personnes ou les mêmes types de sujets qui remontent, les gens ils viennent, ils présentent leur auto, ils font un test, ils partent. Mais c'est vrai que c'est souvent cadencé, c'est quand même pas tellement des formats longs. Et là le fait qu'on se pose tranquillement, qu'on discute de l'automobile mais vraiment de manière générale, celle qui est amenée et de manière générale quoi. Je trouve ça vachement intéressant et puis on n'est pas trop mal, la compagnie est bonne. Ouais, ok. Voilà. Ouais, super. D'accord, merci encore. Sur les réseaux sociaux, je sais pas si tu es de mon avis, mais on voit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui laissent des commentaires sur... là, on parle de l'automobile, mais c'est valable dans tout. Qui laissent des commentaires avec beaucoup de critiques, beaucoup de jugements, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage d'en arriver là, parce que souvent, en fait, ces personnes-là ne connaissent pas. Ces personnes-là n'ont pas le véhicule qu'elles sont en train de critiquer. Voilà, moi je trouve qu'il faut prendre le temps, se renseigner, voilà, et puis discuter, débattre, échanger des infos en fait. C'est le problème des réseaux sociaux, c'est que beaucoup trop de gens donnent un avis sans se renseigner. Donc c'est-à-dire que ils vont dire ouais, ça c'est hop, et puis ils balancent leurs commentaires, et puis en fait ils réfléchissent pas qu'en fait ce qu'ils disent c'est pas forcément juste quoi. Moi j'ai eu le cas des nombres incalculables de fois où on va me dire qu'une Peugeot 306 GTI, et j'insiste bien sur le GTI, n'existe pas. Parce que en fait c'est une appellation vraiment dédiée qu'aux véhicules exportés. Enfin, donc par exemple celle-là elle est d'origine suisse, cette voiture, et d'où l'appellation GTI, mais en fait en France elle s'appelle S16. Ok. Et donc juste pour ça, dès que je mets une publication avec ma Peugeot 306 GTI, ah non, ça n'existe pas, t'es un mytho, t'as mis des faux logos. Ah ouais, ça va jusque là? Ouais, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Même dans les rassemblements, quand tu vas te garer dans un rassemblement, souvent tu traverses les allées, on va dire. Quoi. Oui. Et fenêtre ouverte, j'entendais il a mis des logos GT sur 306. Alors que, alors oui, j'en ai rajouté, il est vrai, mais d'origine, elle les a. Tout le monde donne son avis, ne réfléchit pas, va pas se documenter. Peut-être parce qu'ils veulent pas prendre le temps de faire ça, ou parce que ils s'en foutent tout simplement. Hein. Ouais. Et du coup, ça fait ce genre de scène, quoi. Ouais. Mais c'est assez rigolo, moi je me régale quand j'entends ça. Ouais, à force, en fait, tu ne réponds plus. Non, surtout je vais pas leur montrer la carte grise à chaque fois. Alors maintenant qu'elle est immatriculée en France, ça n'apparaît plus. Mais bon, historiquement, elle avait quand même l'appellation sur la carte grise, donc je trouve ça... Au début, ça nous fait toujours, entre guillemets, un peu chier, quoi. On se dit, les mecs, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que je suis... pas juste quelqu'un qui met des stickers sur une voiture qui fait du bruit. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment ce modèle-là, quoi. C'est partout pareil. Alors je trouve que quand même dans l'automobile, c'est quand même particulièrement, je trouve, assez présent, quoi. Il suffit d'une publication qui marche un peu, donc il y a de la visibilité. Et là, c'est le déchaînement dans les commentaires. C'est souvent quand même magistral. Hein. Quelqu'un même qui peut des fois faire une erreur, ça peut arriver. Hein. Oui. Mais j'ai l'impression que non, sur les réseaux sociaux, personne n'a le droit à l'erreur. Ouais, t'as pas le droit à l'erreur. One shot. Il faut que ça plaise à tout le monde. Enfin, c'est vraiment particulier, quoi. Ouais, exactement. Comme si en fait tu dois te modeler pour les gens en fait qui. Et puis il faut justifier. Enfin, au début, comme ça, pas que ça me faisait chier, mais c'est vrai que quand les mecs ils me disaient ouais non ça n'existe pas, j'essaie de leur expliquer, leur justifier. Si, c'est une import suisse celle-là, donc forcément l'appellation. Et puis bon à la fin, je l'expliquais quoi.
On va pas perdre du temps pour ça. Il y en a Ouais. qui connaissent le modèle, des possesseurs ou juste des amateurs qui aiment bien ça. Oui. Et du coup, bah, voilà, moi je discute avec eux. C'est les gens les plus intéressants souvent. Parce Ouais, que ça ok. rappelle beaucoup la jeunesse des personnes plus âgées que moi. Parce que moi je n'ai que 25 ans, donc forcément D'accord. la voiture est plus âgée que moi. Donc ouais, c'est pas. Et puis c'est pas très connu, quoi. Mine de rien. Mhm. Ce type de véhicule, et il suffit d'avoir un véhicule pas très connu, et c'est là que je trouve qu'il y a tout le charme de l'automobile. Ouais. C'est que les gens ils vont poser des questions, qu'est-ce que c'est, et vraiment pas spécialement des connaisseurs, mais des gens qui ont vraiment cette passion-là, et ben du coup ils vont poser des questions, venir discuter avec le propriétaire, Mhm. et je trouve que c'est vachement intéressant, quoi. Ouais. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce concept-là, c'est pour apprendre des choses sur les véhicules. Je pense qu'il faut prendre le temps de poser des questions. Et c'est aussi à ça que, pour moi, servent les rassemblements automobiles. Ah bien sûr. J'ai discuté avec une personne un jour qui en avait un peu marre des rassemblements parce que pour elle, en fait, il n'y avait plus d'échanges. Ouais, Les bah gens ne parlaient plus. c'est ce qui. Enfin, j'ai l'impression que ça revient quand même un petit peu, parce Ouais. que heureusement, il y a des gens qui sont un peu comme nous, qui aiment vraiment discuter avec les gens. Mhm. Donc ça revient un peu, mais c'est vrai qu'il y a une période, je trouve, hein, ou alors j'étais plus jeune, peut-être que je le voyais pas, mais je trouve qu'il y a une période particulièrement où sur certains rassemblements, ouais, c'était compliqué, quoi. Si on n'a pas la même voiture que tout le monde et qu'on passe pas comme tout le monde, c'est fini, quoi. Ouais. Les gens, ça y est, ils te critiquent, alors que on s'en fout, quoi. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui adore sa Twingo, ben, il a le droit d'adorer sa Twingo. bien Puis sûr. c'est génial une Twingo. Ouais, bien Parce sûr. que c'est pas parce qu'il n'a pas une Ferrari ou une Golf, je sais pas, 7 ou j'en sais rien. Je donne des exemples, mais Mhm. on s'en fout, quoi. Ouais. Mais qu'il adore ça, tant mieux. Puis il y a toujours une histoire. Derrière chaque véhicule, il y a une histoire. Exactement. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'aime bien ce concept-là, parce que même si deux personnes viennent avec le même véhicule, de prime abord, on peut penser que ce sont deux véhicules identiques, mais en fait non, parce qu'à l'intérieur il y a des choses, il y a une petite touche personnelle, tu vois, il y a une qui sera peut-être Ouais. plus puissante que l'autre, ou je sais pas, il y a Ou la même manière l'histoire. dont... Ouais, ouais. L'histoire, tout simplement. Ah, c'est ça. Dans certains rassemblements où je vais, je trouve que les gens ne discutent pas assez, n'échangent pas assez, tu vois. Après, je peux essayer de comprendre. Des fois, c'est pas toujours facile, tu vois, d'aborder quelqu'un. Il y a des gens qui sont plus ou moins timides, donc ils ne Ouais. vont pas forcément, tu vois. Donc, il y a des explications. Mais quand vous avez envie de discuter avec quelqu'un, franchement, allez-y, quoi. Plutôt que de se contenter de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ouais, puis ça peut être super intéressant, quoi. Bien sûr. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça, en discutant de voitures, alors qu'on n'a pas du tout le même goût. Ok. Et puis on est devenus copains. Enfin, après, même de l'amitié s'est créée, quoi. Enfin, c'est quand même vachement intéressant, je trouve. Ah, bien sûr. Pour ceux qui aiment ça, toujours pareil. Ouais. Mais je trouve ça super intéressant de discuter avec quelqu'un qui a le même véhicule ou rien à voir, mais juste quelqu'un qui est passionné. On le sent quand on discute avec quelqu'un qui aime sa voiture, c'est génial. Le mec, il a, enfin, vraiment, on dirait un commercial, quoi. Oui. Vraiment, quelqu'un qui adore sa voiture et il adore sa voiture, quoi. Ouais. J'en ai rencontré comme ça. Hein. Ouais. Ils sont presque gaga de leur véhicule. C'est leur bébé. C'est ça. On n'y touche pas. Et puis c'est leur personnalité, ils la modifient C'est ça. vraiment à leur goût. Et ils ont bien raison d'ailleurs. Et puis c'est super, quoi. Ouais, bien sûr. Franchement, on a des possibilités. En plus, on a de la chance, malgré qu'on est quand même assez restreint, on va dire, de manière légale, sur la modification sur les véhicules, mais on le fait quand même. Et ça touche quand même une personnalité. Deux voitures, même deux personnes qui aiment le même modèle, c'est jamais les mêmes, quoi. Exactement. Donc c'est super. Ah, exactement moi, ça. j'adore. Et puis on en apprend. Ah ouais, t'as fait ça. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Puis on apprend plein de choses, quoi. Ouais, exactement ça. C'est exactement ça. Mais justement, en parlant d'histoire automobile, quelle est ton histoire? Par quoi ça a commencé? Alors rien de bien nouveau, je pense. Hein, c'est que mon père, il a toujours aimé les voitures. Ok. Parce qu'il nous racontait sa jeunesse, forcément d'antan, où à l'époque lui il roulait avec, il a roulé un peu avec pas mal de voitures, mais il nous racontait qu'il avait une Simca 1100. Donc à l'époque c'était des petites voitures qui étaient entre guillemets un peu sportives, quoi. Et il a fait les 400 coups avec, donc forcément toujours parler de voitures, de choses comme ça. Ouais, moi quand j'étais jeune, j'avais telle voiture, je me rappelle ce modèle. Donc forcément quand on entend ça, voilà. La télé, parce que étant quand même un 2000, forcément j'ai grandi avec la télé, donc les émissions de voitures. Ok. J'ai un grand frère
qui m'a transmis d'ailleurs la passion des Peugeot 306 particulièrement, et c'est son ancienne en plus, historiquement. D'accord. Et puis forcément après, les jeux vidéo, les films, comme je pense 95% de ma génération, les Fast and Furious, les Gran Turismo, enfin voilà quoi. Okay. Donc de fil en aiguille, forcément, je me suis dit, j'aime les voitures quoi. Vraiment, un jour j'aurai ma voiture, comme tout le monde qui, entre guillemets, sort un peu de l'ordinaire, qui fait un peu de bruit, parce que quand j'étais petit, je pensais que plus elle faisait de bruit, plus elle marchait, plus elle allait vite, alors que pas du tout. Mais, et puis voilà, de fil en aiguille, en plus avec le grand frère qui, comme il est un peu plus âgé que moi forcément, il a eu aussi la passion pour l'automobile. Comme on restait assez proches, forcément, voilà, il a eu sa première voiture, et du coup j'adorais sa première voiture, enfin voilà quoi. D'où est venue ma passion pour la 306. La première voiture, c'était une 306. Mon père a eu des 306 aussi. Enfin, voilà, dans la famille, ma sœur, elle a eu une 306. 306 aussi. Oui. Donc forcément, ma première voiture, ça a été obligatoirement une 306. Une 306. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu de génération. Ah oui, c'est ça. De génération en génération. C'est ça. Donc ta première 306, c'est celle-ci ou non, c'est pas celle-ci. Ouais, c'était une 306, ce qu'il y a de plus classique. C'était une 3 portes aussi. Elle était bleu Sigma pour les connaisseurs. Une phase 2 et c'était un 2 litres HDI. D'accord. Et que j'avais acheté une misère. J'avais payé ça 700 €. Bon, elle avait 360 000 km quand je l'ai acheté. Le vernis était un peu passé, mais je m'en foutais. J'avais ma première voiture et j'avais ma 306. Ouais. J'étais super. Hein. J'étais vraiment l'homme le plus heureux de la Terre avec cette voiture. Bon, malheureusement, elle a eu une fin un peu misérable. J'ai fait un tonneau et demi avec, donc forcément, pauvre 306, elle était un peu cassée, mais à chaque fois, elle a eu une belle histoire celle-là, parce que je me suis fait gratter un côté sur un parking, du coup j'ai repeint l'endroit, j'ai rajouté les bas de caisse, des options qu'ont les 306 un peu plus récentes, comme celle-là, parce que d'origine c'est des rajouts, et d'origine les phases 2 non pas, les toutes premières. Et donc j'ai rajouté ça, puis on m'a gratté l'autre côté, du coup j'ai repeint, et à chaque fois il m'arrivait une misère, et bon, au final, un tonneau et demi plus tard, moi la voiture, voilà, on fait opération à zéro. Ah oui, là j'avais le toit qui était descendu, j'ai le train arrière qui avançait de presque 20 cm à l'avant. Donc non, j'ai tapé un peu fort. Mais toi, rien du tout. De dégâts, il n'y a pas eu de dégâts corporels? Rien du tout. Juste la déception d'avoir cassé ma propre voiture. Bon, c'est pas grave. Le principal c'est que j'ai rien et que du coup tant pis, j'aurais dû en racheter une autre, qui est celle-ci du coup. Ok. Donc, moi je l'ai pas eu de suite, je l'ai acheté un peu après. D'accord. Et parce que c'était mon frère qui l'avait celle-là historiquement. C'est lui qui a fait l'importation de Suisse jusqu'à la France quoi. Et il a commencé à la restaurer, il a roulé pas trop, puis je lui ai toujours dit je te l'achèterai cette 306 GTI, il est hors de question que tu la vendes à quelqu'un. D'accord. Et il m'a dit je la vendrai pas, et puis il a eu l'opportunité d'acheter la voiture de ses rêves, une Skyline R34 GTT. Et sauf qu'il avait besoin un peu de fonds, quoi. Et comme il était à l'étranger quand il travaillait, quoi. Donc il a acheté ce R34, et forcément il avait besoin d'un petit apport, quoi. Et moi je lui ai dit quel dommage, tu vas devoir me vendre ta 306. Oui, parce que l'apport c'est un peu urgent, quoi. Il avait besoin de. Voilà, ouais. Ah, je lui ai dit de toute façon, là il a eu une super opportunité, donc je lui ai dit vas-y fonce, et comme ça moi je t'achète ta 306, elle reste dans la famille, et puis je la garderai jusqu'à ma mort, quoi. Et il m'a dit ok. Donc il m'a fait, forcément il m'a fait un prix, mais il y avait un peu de boulot, mine de rien, elle revient de loin cette voiture, c'est pour ça que je voulais aussi celle-là, pas en acheter une autre, on va dire, sur le bon coin, que c'est malheureux, mais on connaît pas trop les historiques, c'est toujours un peu délicat d'acheter une voiture d'occasion à caractère un peu sportif, on sait pas trop si les gens l'ont bien entretenue. Et moi je savais que mon frère, de toute façon, il avait pas beaucoup roulé avec, vraiment, il a laissé sur 4 chandelles, il a commencé à la restaurer un petit peu, puis il roulait jamais. Donc je savais ce que j'achetais, comme ça au moins je me suis dit, la base est entre guillemets saine, quoi, même si elle avait pas mal de défauts. Il y avait quoi par exemple? Comme c'était un import suisse pour ceux qui connaissent, alors on a beau dire que les contrôles techniques suisses sont beaucoup plus, on va dire, stricts que les nôtres. En attendant, celle-là elle avait le contrôle technique, mais elle était quand même corrodée pas mal.
Alors c'était pas non plus un gruyère, hein, mais bon, il y avait quand même de la corrosion à certains endroits. Comme c'était une personne, je pense, qui roulait pas beaucoup avec, ben, du coup, forcément, il y avait des petites fuites, elle roulait pas trop, donc et c'est une voiture qui faisait de la ville. Du coup, tous les côtés, on aurait dit que quelqu'un avait tiré à la K47 dessus, parce que les impacts de portières sur les parkings, les caddies, les choses comme ça, elle était vraiment, enfin, la carrosserie était vraiment, vraiment pas en bon état, quoi. Ouais. Elle avait déjà été forcée, je crois, la portière, donc ouais, il y avait une petite histoire quand même avec cette voiture. Ok. Et du coup, bah forcément. Hors de question de laisser une voiture pourrir, surtout pas une 306, encore moins une GTI. Donc c'est pas grave, ça a pris le temps que ça a pris, mais je m'y suis mis vraiment un peu plus d'1 an, vraiment. Et bah, du coup, j'ai refait le dessous, j'ai tout démonté, j'ai repeint, du coup, quitte à faire propre, enlever les endroits où c'était corrodé, refait propre. Quitte à démonter, bah, à chaque fois je partais de ce principe-là, quitte à démonter le train arrière, je sais que c'est leur maladie sur ces modèles-là. Bah, du coup, bah, autant le refaire, sauf que bah, j'avais pas le temps et j'avais pas de garage à l'époque, donc je savais pas comment le refaire. Et à force de rester avec on va dire des passionnés de 306, des choses comme ça, quoi. Et ils m'ont dit, bah là, il y a le spécialiste du train arrière, enfin, on va dire du réglage châssis, et spécialisé particulièrement dans les trains arrière des PSA. Il est sur Bordeaux, et lui, c'est un orfèvre, tu peux lui faire confiance. Bon, bah, ok, feu, hein. Donc, j'ai fait mon train arrière comme ça, enfin, je lui ai fait faire. Et puis après, c'était que comme ça, du bouche à oreille pour trouver des informations, comment faire. Parce que forcément, je suis pas mécanicien de métier, hein. Je suis juste passionné. Donc, comment faire et ce qu'il faut pas faire de bêtises, quoi. Et puis, ben, à force du temps et beaucoup d'envie, et ben, au final, la voilà, refaite presque comme il faut. Il y a 2-3 encore bricoles à faire dessus, mais voilà, refait moi-même. Et je pense que c'est une petite fierté quand même, on va pas se mentir, personnelle. Bien sûr. D'avoir tout refait, ça m'a coûté quelques nuits, mais bon, le travail est là, le résultat est là, et puis moi j'espère en profiter au maximum, quoi. Ouais, bien sûr. Ben, en fait, tu as souhaité un peu pérenniser cette passion de la 306 là, qui est de famille. Ouais. Donc là, je pense que ouais, c'est une certaine fierté, effectivement. Déjà, quand tu entretiens ton véhicule, tu traites ton véhicule correctement, c'est quelque chose. Mais en plus, quand tu le restaures, j'ai l'impression, alors ça m'est pas encore arrivé, mais j'ai l'impression que c'est une touche supplémentaire, tu vois. Ah bah oui, et puis c'est beaucoup de temps, de l'argent, mine de rien, hein, on en avait quand même pas mal. Et encore ça va, c'est pas, on va dire, un véhicule qui coûte extrêmement cher non plus, mais bon, c'est quand même, n'ayant pas une bourse illimitée, c'est toujours un peu compliqué, donc il y a des concessions à faire. Et puis voilà, là ça fait maintenant 1 an qu'elle est finie, enfin finie vraiment où je peux la rouler tout le temps, quoi. Okay. Et voilà, j'en profite, quoi. Ouais. J'en profite dès que je peux la mettre sur des rassemblements, tu vois, ayant une autre voiture, tu vois. Dès que je peux, je prends celle-là, quoi. Parce que c'est celle-là que je veux montrer, parce que c'est celle-là que déjà les gens ne connaissent pas. Parce que notre véhicule étant une Subaru, bon, Subaru il y en a beaucoup, mais c'est vrai que celle-là personne ne connaît. Et du coup, les gens ils se posent des questions. Enfin, vraiment, je trouve ça super intéressant, quoi. Pour avoir connu des gens qui sont propriétaires de Subaru, j'ai pris conscience qu'il y a énormément de phases de Subaru, de générations de Subaru. Comme tous les, on va dire, un peu les modèles de ces années-là, on va dire, quoi. À l'époque où à l'automobile, les constructeurs se faisaient quand même plaisir. Et c'est vrai qu'il y a plein des générations, des spécificités. Enfin, c'est vraiment, c'est comme les Honda, les Type R, il y en a à l'appel, elles sont toutes différentes, vraiment. Et c'est génial, quoi. Oui. C'est génial. Oui, bien sûr. Et en plus, quand tu vas dans les rassemblements avec ton véhicule, alors comme tu disais tout à l'heure, hein, il y a des personnes qui critiquent parce que bon, les personnes ne connaissent pas, et tu as d'autres personnes qui ne connaissent pas et qui ne critiquent pas, et je pense qu'ils se posent la question, qui se demandent tu vois, est-ce que c'est une GTI, est-ce que qu'est-ce que c'est en fait, sans aller dans la critique négative, mais on se pose la question. Ouais. Mais est-ce que ces personnes-là viennent vers toi en te demandant J'en ai ce eu, que c'est ou... J'en ai eu, c'était il y a 2 semaines au rassemblement qu'il y avait eu, où des gens sont venus me voir, une GTI, mais j'en avais dans ma jeunesse, et puis souvent je leur dis, parce que souvent c'est des personnes assez âgées, je leur dis, c'était pas une 205 que vous aviez eu, parce que souvent les gens la confondent. Ah ouais? Et c'est vrai que j'ai eu 2-3 fois le cas où des anciens disaient, ah oui, mais c'est la 9, je fais non, ça c'est une 306, c'est un autre modèle, quoi. Ah ok, je connaissais pas, GTI, et oui forcément.
Et donc, du coup, c'est super parce que les gens, on leur apprend, entre guillemets, un peu quelque chose qu'ils connaissent pas. C'est ça. Et entre passionnés, donc les gens, ils sont super agréables, quoi. Ouais. Donc ça, franchement, c'est super. Et puis j'ai des gens sur, voilà, des photos, dire qu'ils marchent un peu, des choses comme ça. Ils m'envoient des messages, ah, super, t'as 306, je savais pas que ça existait en GTI. Et du coup, c'est le but, quoi. Ouais, vraiment de la faire connaître, parce que c'est vrai, faisant partie du club 306, forcément, tout le monde connaît, quoi. Mais c'est vrai que même une fois, quand on fait des événements, on fait pas mal d'événements un peu partout en France, quoi. Donc on arrive à, je sais pas moi, 20 ou 30 306 alignés. Souvent les gens ils viennent voir, ah, c'est bizarre, une 306 souvent c'est un peu la voiture de mamie, quoi. Et là ils voient plein de 306 un peu sport, ils disent c'est bizarre, et puis ils posent des questions, et puis c'est super, quoi. Ouais. C'est super, les gens ils savent pas que ça existe spécialement en version sportive, quoi. Ouais. Donc ouais, non, franchement c'est pour ça que j'adore vraiment cette voiture là particulièrement, c'est que c'est pas connu. C'est vraiment pas connu et du coup c'est super, parce que les gens ils apprennent, quoi. Ouais, c'est clair. Mais en gros, tu as dit que c'est un modèle suisse, c'est ça? Ouais, celle-là c'est une Suisse, ouais. C'est uniquement en Suisse qu'ils ont fait des... C'est tout ce qui est, on va dire, hors France. Donc, parce qu'en fait, historiquement, c'est pour ça qu'elle est blindée d'histoire, cette voiture, c'est que, en fait, historiquement, dans les années 90, donc quand les petites sportives étaient, on va dire, à leur prime, quoi. Le souci, c'est que y en a eu beaucoup qui ont fini autour des arbres, souvent les 205 GTI étaient connus pour ça, parce que faut connaître que en fait là-dessus il y a une technologie assez intéressante, c'est que le train arrière il n'est pas fixe sur la voiture et il est ce qu'on appelle autodirectionnel. En fait, il est sur cylindre bloc, le train arrière. Ce qui fait que selon l'appui, on va exagérer le trait, mais selon l'appui, si sur un appui, en fait, les deux roues vont tourner à l'arrière. Ah bon? Ce qui fait que la voiture, en fait, elle a un comportement où elle enroule extrêmement bien et du coup, elle est très joueuse. Sauf que quand on n'a pas l'habitude du train arrière autodirectionnel, la voiture, elle est un peu trop joueuse. Et souvent, il y a eu des sorties de piste, quoi, qui se sont transformées en, souvent, les voitures cassées. Ah ouais, d'accord. Et du coup, forcément, quand Peugeot refaisait des voitures sportives, donc après la 205, les appellations sportives, ils se sont dit, GTI, les assurances, ils commencent à dire, oui, si vous sortez un modèle GTI, ça va commencer à coûter cher un peu à l'assurance, forcément. Et du coup, ils l'ont appelé S16 en France. D'accord. À l'étranger, vu qu'ils n'avaient pas ce souci-là, elles ont toutes gardé l'appellation GTI. Ouais. Que ce soit en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas. Et il n'y a qu'en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je ne suis pas non plus l'expert, donc si jamais il y a des gens qui trouvent que je dis des saucisses, ils me corrigeront. Mais de mémoire, il n'y a qu'en Angleterre où c'était GTI avec le logo 6 derrière. GTI 6. 6, ouais. Et 6 parce que la particularité de ce modèle-là, de ces générations à 306, c'est que c'est une boîte 6 vitesses qu'il y a dessus. Et ce qui était à l'époque énorme, c'était vraiment un précurseur. Ah ouais. Parce que c'était presque une des seules petites sportives, en gabarit assez compact, qui avait une boîte 6. D'accord. Donc après, il y a eu 2-3 complexités, on va dire, techniques. C'est que forcément Peugeot Sport, quand ils ont fait, Peugeot de manière générale, mais quand ils ont mis la boîte 6 sur la 306, tu verras après, lors de l'essai, qu'en fait, elle ne tourne pas du tout à droite. Parce qu'en fait, comme la boîte, il y a un rapport de plus, et du coup, ils ont dû brider l'angle de direction, parce que sinon, les roues frottaient, quoi, la boîte de vitesse. Ok. Donc ça, c'est pareil, il faut le savoir, parce que la première fois où on fait un créneau, c'est vraiment infernal. C'est que ça braque à gauche, comme une 306, mais pas à droite. Donc sur des épingles, sur des choses comme ça, faut faire gaffe, quoi. Ah oui, donc ça doit être perturbant les premières fois. La première fois que je me suis garé, il m'a fallu 2 minutes, quoi. Ah ouais, d'accord. Capter les ronds-points, sur un rond-point où là ça va arriver une fois, où tellement habitué à une voiture de tous les jours, quoi. Première sortie, en fait, je me suis arrêté au milieu du rond-point. Je passais pas. Non. Donc soit il faut faire le tour du rond-point et prendre la première sortie, quoi. Ou alors il faut anticiper. Waouh. Donc c'est particulier. C'est particulier. Ouais. Mais ça fait l'histoire et le charme, quoi. Oui, bien sûr. De cette voiture, mais c'est particulier, ouais. Mais en gros, la différence avec comment tu as dit, c'est un pont. Le train arrière. Le train arrière il est autodirectionnel. Autodirectionnel. Ils appellent ça autodirectionnel, ouais. Parce qu'en fait, il est sur caoutchouc. Il n'est pas vissé à la voiture sur du dur. Ouais. Donc en fait, plus on met un effort sur le train, et plus il va avoir tendance en fait à se tourner. En gros. Ok. Ah mais c'est super pratique. Et bien on le sent surtout. C'est que quand on tourne, par exemple, un peu fort sur une courbe assez serrée, on sent le train en fait qui se pose et qui se place. Alors quand on n'est pas habitué, on a l'impression que la voiture elle glisse. Ouais. Donc ça peut être très perturbant. Mais justement, les gens qui ont l'habitude,
En fait, c'est génial parce que sur petite route, c'est un scalpel, quoi. Ah oui. Ah okay. oui, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Mais en gros, quelle est la... Parce que les trains arrière directionnels, ça existe. Toi, c'est-à-dire que quand tu braques avec une crémaillère. Ouais, mais là, c'est pas du tout le même principe. Là, c'est que de la physique. Ouais, ok. Comme c'est sur du caoutchouc, forcément, plus l'appel est fort, plus l'effort est fort, et plus justement le train va avoir tendance à tourner. On le sent en tournant, mais quand on n'est pas habitué, c'est un peu particulier, mais quand on s'y habitue, c'est redoutable. Du coup, la voiture pivote, vraiment, pour le coup. Alors, sur les petites routes, c'est super, quoi. Ouais, ça, c'est super, ça. Tu vois, tu sors ça à un dîner, franchement, tu laisses les gens bouger. Alors, souvent, ceux qui ont les petites sportives, les petites PSA, les 205, des choses comme ça, à vérifier s'il y a 206, c'est pareil. Mais je sais que 205, c'est pareil. Et ouais, c'est vrai que souvent, je sais que j'ai des anciens qui discutent avec moi, ils me disaient oui, c'est vrai, la tenue de route et tout, le train arrière, c'est vraiment un scalpel d'origine, c'est vraiment intéressant quand même sur la route. Donc là, modifier, forcément, c'est redoutable. Mais le problème, c'est que ça s'use, du coup. Et souvent, ces trains arrière, leur maladie, c'est qu'en fait, à force, déjà les caoutchoucs, forcément, sur une voiture qui a 20 ou 30 ans, ils commencent à s'arracher. Et à la fin, surtout, c'est que l'intérieur du train arrière, parce que là-dessus, en fait, c'est pas comme une voiture classique, il n'y a pas, on va dire, un amortisseur et un ressort. D'accord. Il y a juste un amortisseur. Oui. Et ce qui fait le rôle du ressort, c'est des barres de torsion qu'on appelle. Donc en fait, il y a une barre sur un bras mobile d'une roue, et à l'extrémité, c'est fixe. Et en fait, c'est fait pour compenser l'effort, on va dire, des roues, comme un ressort, quoi. Mais tout ça sur le train. Okay. Et donc forcément, à l'intérieur, il y a, on va dire, des roulements, quoi. Et à force, dans ces bras-là, avec l'usure, les années, s'il y a la corrosion en plus qui se met dedans, les trains arrière, souvent on le voit, beaucoup de gens appellent ça l'effet Gordini, parce que des voitures de ces années-là qui ont le train arrière mort, elles ont les roues vraiment avec du carrossage à l'arrière au taquet, parce que les bras sont usés. Donc il faut faire gaffe un peu à l'entretien. Et c'est pour ça que celui qui m'a fait le train arrière, donc le garage ALS, pour ceux qui connaissent, à côté de Bordeaux. Et en fait, lui, donc il les rénove, donc il est spécialisé là-dedans, et surtout il les renforce. Donc après, c'est à la commande, ça dépend ce qu'on veut dessus, mais il peut les renforcer, il met des graisseurs, il rajoute des roulements, ce qui fait que du coup le train est quand même plus solide. Et le bras de levier, en fait, du bras où il y a la roue, forcément, si on met 2 roulements, du coup, il y a moins tendance à s'user. Et ensuite, lui, il pose des graisseurs. Et du coup, de temps en temps, il faut juste graisser son train. Et après, le train, il est interminable, quoi. Du coup, les barres de torsion, vu que c'est comme des ressorts, on peut les changer. Elles existent avec des diamètres plus ou moins gros. Et en fait, selon les versions des véhicules, par exemple sur la 306, du 306 classique, on va dire 1,9 litre diesel atmosphérique, quoi, d'une break à une berline, à un 2 litres HDI ou à une S16, justement, ces barres de torsion sont différentes. D'accord. Et du coup, forcément, le châssis est plus ou moins sportif, quoi. Pour les entretiens, etc., c'est toi qui entretiens ton véhicule ou tu le déposes Alors moi, celle-là, je fais tout. Tu fais tout. C'est juste le train complet, je me suis pas embêté. C'est que j'aurais pu renvoyer le mien, parce qu'il commence à avoir du jeu, le mien. Donc renvoyer le mien, il me le refaisait et il me le renvoyait. Sauf que du coup, ça immobilisait la voiture un petit moment. D'accord. Et à ce moment-là, je voulais pas l'immobiliser, du coup, je lui en ai commandé un complet et que je suis allé chercher. Et comme ça, je suis arrivé, je lui ai dit la hauteur de caisse que je voulais, plus ou moins, avec des plus grosses barres de torsion, vraiment qui sont un poil mieux quand même que l'origine. Et après, je l'ai monté complet, quoi. Ok, parce que toi tu préfères entretenir ton véhicule. Ouais, je préfère. Après, ça dépend des véhicules, on va dire, et ça dépend surtout de quel type d'entretien. D'accord. Sur celle-là, ça me fait pas peur parce que ça reste une voiture classique, c'est un 4 cylindres, 2 litres, essence, bon. Comme beaucoup c'est pas spécialement comme un moteur de Subaru qui est particulier, à plat. Là-dessus, c'est un 4 cylindres, bon, ça reste entre guillemets un peu classique. Et l'entretien, ça reste des pièces qui se trouvent. Alors côté moteur, selon ce que c'est un peu compliqué. Par exemple, tout ce qui est différent d'une 306 classique, donc la culasse, les arbres à cam, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, le reste, ça reste de l'entretien, on va dire classique, donc je me le sens. D'accord. Par exemple, mon deuxième véhicule qui est une Subaru, celle-là, je fais sous-traiter la partie méca. Un mec qui est spécialisé là-dedans, c'est l'orfèvre de ces voitures-là. Okay. Donc je lui amène. Je connais moins bien aussi le modèle, donc je lui amène, il se débrouille, et au moins il me dit les points forts, points faibles, ce qu'il faut améliorer, et puis je fais, quoi. Et je lui fais 100% confiance. Ouais, ok. Oui.
Il vaut mieux quand on a des véhicules comme ça, il faut savoir entre quelles mains on les met, quoi, on les laisse. Bon, lui, je me fais pas de bile, lui c'est vraiment un orfèvre, D'accord. il est pas très loin en plus. Tout le monde le connaît dans le monde de la Subaru. Et celle que tu avais faite, la rouge, la Subaru rouge, oui. Et elle avait été entretenue chez ce mec-là. Ah, ok. Enfin, elle a été entretenue chez ce mec-là. Ok. Parce que je l'avais vu justement. Je l'ai reconnu, je fais oui, la WRX7 d'Étienne. Ouais. Ok. Donc, non, lui c'est le mec qui fait ça, la société Procpat. Il permet de lui faire de la pub parce qu'il bosse bien, mine de rien. Ouais, d'accord. Et il m'a bien sauvé. Parce D'accord. que j'ai eu 2-3 péripéties, donc franchement, expert en la matière. Ok, donc quel est le nom de son garage? Procpat. Progpat. Progpat. Ouais, d'accord. Ouais. Et lui c'est un orfèvre. Ouais. Et il a débuté aussi, c'est pour ça qu'on a rigolé un peu. C'est que la première fois que j'y suis allé avec celle-là. Pour amener un copain à moi qui a aussi une Subaru, enfin voilà. Et direct il a reconnu le modèle et en fait il a fait ses armes, on va dire, sur au départ les petites sportives françaises. Après il s'est spécialisé Subaru parce que pas grand monde en faisait, mais au départ il a fait ses armes là-dessus. Donc au final il aurait même pu, entretenir ta 306. Ouais. Lui il va me faire, là je l'ai pas encore fait, parce que depuis j'ai changé 2-3 pièces dessus, en gros j'ai dû démonter le train complet, le train roulant et remonter, et lui il va me faire une vraie géométrie du coup, dessus. D'accord. En rajoutant un peu d'ouverture, vraiment pour que le châssis soit vraiment au top. Et c'est lui qui va me le faire. Parce que ça je peux pas le faire, j'ai pas l'équipement. C'est ça. C'est là où il y a peut-être une petite limite quand tu veux faire ta mécanique seule. Et justement, quel est ton avis sur ça? Est-ce que tu considères qu'il faut entretenir son véhicule soi-même ou pas spécialement. Je suis pas pour que les gens fassent que eux-mêmes. S'ils s'en sentent capables et s'ils ont les compétences et surtout, on va pas se mentir, le matériel, aucun problème. Moi, acheter un véhicule, un mec qui me dit ouais, je suis passionné, j'ai fait l'entretien de ma voiture, ou un mec qui me dit ouais, moi j'y connais rien, par contre je le fais entretenir chez le concessionnaire. Ça va pas me refroidir si je vais acheter un véhicule, par exemple. Mais par contre, il faut se le sentir, faut pas faire n'importe quoi. Et ça peut vite coûter très cher. Exact. Donc moi j'ai déjà fait 2-3 boulettes qui m'ont coûté un peu cher. Donc bon, faut faire attention. Ok. Faire attention. Mais ouais, je pousse pas les gens à le faire. Mais après, s'ils se le sentent, si on prend le temps, de toute façon, il y a des revues techniques. Hein. Oui. Donc il y a juste à suivre la revue technique, avoir le bon matériel et y aller tranquillement, quoi, pas se mettre la pression. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Et ça se fait de manière générale sur un véhicule, toujours pareil, un peu ordinaire. Je pense que ça va. Sur évidemment une Ferrari Testarossa, je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué. Un peu plus de cylindres, l'emplacement n'est pas le même, bon, c'est plus délicat. Ouais. Mais sur des voitures comme ce type-là, une 306, quoi, franchement, une personne avisée, passionnée, ou du moins qui fait attention, franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Parce qu'il y a des gens qui se disent que, en fait, ils se projettent dans une éventuelle revente. Et qui ne préfèrent pas s'aventurer dans une mécanique tout seul parce que pour revendre leur véhicule, ils ont besoin de présenter un carnet d'entretien nickel au prochain acheteur. Donc ils ne s'aventurent pas dans une mécanique, ce qui s'entend, hein, tu vois. Contrairement à d'autres qui n'ont pas forcément l'intention de revendre leur véhicule. Et donc s'aventurent sans souci dans la mécanique. Mais effectivement, c'est un peu assez risqué péril parce qu'il faut savoir faire. Quoi. Ouais, voilà, il faut savoir faire. Et après, il y a aussi, alors on le voit, je trouve, enfin moi particulièrement, je le vois parce que je l'ai subi avec mon autre voiture, donc la Subaru. C'est qu'il y a même, on va dire, des garages qui se disent spécialisés ou même juste ça, je sais faire. Et moi, je suis vraiment d'avis de la personne, si elle sait tout faire, c'est qu'elle sait rien faire. On peut pas tout faire. Surtout quand on est un garage, enfin, de mon point de vue encore une fois. Okay. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, pas de souci, je le fais. Et en fait, la voiture, c'est pas bien fait, il y a des vis cachées. Et en fait, au final, on se dit, je la pose à un garage. Et en fait, c'était peut-être pas la meilleure des idées, quoi. Alors toujours pareil, hein. Tous les garages ne sont pas comme ça. Je crache pas sur tous les garages, attention. Hein. Mais il faut faire attention. Il faut vraiment se renseigner quand, c'est comme tout, hein, quand on fait sous-traiter quelque chose. Il faut vraiment faire attention à qui on le fait sous-traiter, savoir des retours, des avis. Parce qu'un mec qui fait, je dis une bêtise, mais un mec qui fait que des Dodge Ram, demain on lui amène une Ferrari 488 Pista. Bon, je dis pas qu'il saura pas faire, mais ce sera peut-être pas le meilleur gars à qui faire entretenir sa Ferrari. Quoi. C'est pas forcément sa zone de confort. Hein. Voilà, exactement. Alors même si le mec il dit oui, pas de souci, je te le fais, alors, certes, mais ça... Pour moi, voilà, c'est pas spécialement un gage d'égalité.
Ouais, d'accord. Alors, par exemple, à Subaru, j'avais vraiment aucun scrupule. Je sais très bien que la personne, vraiment... T'avais confiance. Ouais, ah oui, ça fait des années. Je connais plein de gens qui ont envoyé leur véhicule là-bas. Pareil pour le train. Le train arrière, quand j'ai vu le chantier que c'était, à démonter intégralement, refaire et remettre, je fais waouh, j'ai pas ce qu'il faut. Si j'ai une pièce qui est hors cote, ce qui est souvent le cas quand les trains sont usés, ben, il faut la faire réusiner. Moi, j'ai pas de tour chez moi. Enfin, j'ai un petit garage comme un peu une partie des personnes, un petit box. Bon, j'ai pas non plus énormément de place. Et ben forcément, après, je me suis intégré au club 306 et ils m'ont tous dit non, tu vas chez lui. Et lui, il n'y a pas de problème. Okay. Il saura faire, il a l'expertise, il t'explique surtout et il te conseille. Moi, je lui avais dit, je vais faire une modification, une préparation sur le châssis de la voiture. Elle va être plus dure devant. Qu'est-ce que tu conseilles pour compenser à l'arrière? Qu'est-ce que tu verrais et tout. Ouais. Et c'est lui qui m'a conseillé. Et du coup, voilà quoi. Et le mec surtout, il a des 306 S16 et enfin, il a fait ses armes. Et vraiment, il est connu dans ce milieu-là. J'ai discuté avec un mécanicien justement et qui me disait ça, c'est que y a des garages qui se disent spécialistes, alors qu'en fait ils sont pas du tout spécialistes. Ah, c'est ça. Ils le font parce que, c'est pas pour les défendre, mais je me mets un peu à leur place. Peut-être que les temps sont durs, ils ont besoin de pas dire non à un chantier parce que ils ont des gars payés, ils ont des locaux. Enfin, j'entends ce côté-là, mais des fois, il faut savoir dire non. C'est vrai. Même si c'est peut-être pas le meilleur des plans, même si ça fait chier pour plein de raisons, ou le mec il voulait absolument faire ce véhicule-là, et ben quand on sait pas ou quand on peut pas, et ben tant pis, peut-être que c'est un chantier en moins, mais au moins c'est pas de l'insatisfaction. Parce que j'ai déjà eu alors pas personnellement, mais toujours pareil, le monde de l'auto est un peu petit, une fois qu'on s'y intéresse un peu, mais je connaissais des sociétés, j'ai entendu parler de sociétés où ils ont été rachetés parce que il y a eu de l'insatisfaction derrière quoi, sur des véhicules pas entretenus où ça avait été un peu mal fait, un peu caché, sur des véhicules importés en plus c'était. Donc je citerai pas l'entreprise, mais les gens ils faisaient des véhicules importés et c'est vrai qu'il y avait un petit peu de cache-misère. Enfin c'était pas hyper honnête. Donc cette société a été rachetée par quelqu'un qui lui est passionné de ces véhicules là. Ouais. Et le problème, c'est que maintenant, il se tape l'insatisfaction de tous les véhicules qui ont été vendus. Alors lui, forcément, il y a des gens qui vont se dire « Ah non, mais cette société, faut pas y aller », alors que pas du tout. Le gérant a changé, et là, le mec, il fait du bon boulot. Et du coup, il va falloir qu'il rattrape ça. Ça va prendre des années, et changer une mentalité. Moi, je vois beaucoup dans l'automobile, c'est particulier à faire changer les mentalités des gens. Hein. Ouais. Quand il y a une époque, on disait, on entendait beaucoup, Renault, c'est de la merde. Non, Renault, c'est pas de la merde. Renault, c'est très bien, c'est comme toutes les marques, il y a du pour et du moins bien. Et beaucoup de gens disent, non, qui part à Renault, rentre à vélo. Non, alors oui, c'est rigolo pour tacler les copains, mais il faut pas non plus aller dans l'extrême. C'est ça. On peut se vanner. Moi, je suis le premier à moto, vraiment, à me vanner tout seul, à vanner les copains. J'ai aucun problème avec ça. Franchement, je m'en fous. Mais par contre, il faut rester quand même dans la limite du raisonnable, quoi. C'est sûr. Ouais. Pas être extrémiste, à dire non, ça, surtout pas, c'est le chétan, quoi. Non, pas du tout. C'est super, il y a des points positifs, des points négatifs. Mais comme dans tout, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est difficile et impossible plutôt de contenter tout le monde. Il n'y a pas un véhicule dans le monde qui met tout le monde d'accord. Ouais. C'est pas possible. En soi, le véhicule a beau être pas parfait, mais excellent. Il y a toujours une personne qui va balancer un truc qui est souvent très faux d'ailleurs, qui va balancer un truc, je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est pour, je sais pas, un peu exciter les fous? Ouais, je pense qu'il y a ça, il y a quand même pas mal de jalousie quand même, on va pas se mentir, dans l'automobile. Et du coup, forcément, celui qui fait pas ça, c'est pas bien. Mais c'est parce que les gens sont jaloux ou dégoûtés ou je sais pas. Mais il y a des trucs, il n'y a pas de raison d'être, quoi. Mais alors que quelqu'un qui fait avec son véhicule, nous particulièrement dans l'automobile, mais c'est pareil ailleurs. Une maison, si elle est plus grande chez le voisin ou autre, franchement, on s'en fout, quoi. Enfin, si le mec il est bien chez lui, même s'il va, je sais pas, il vit dans une caravane, il y a des gens, ils sont super heureux de vivre dans des caravanes. Mais bien sûr. Ils ont pas de villa de luxe, ils s'en foutent. Mais bien sûr. Pour ça, je pense que le problème qu'on a, nous, en plus, nos générations, c'est que tout va trop vite. Les gens ne prennent pas de recul sur, on va dire, sur un fait. Ce qui va se passer, ça, bam, ça y est. Alors que là, on prend du recul, analyse un peu la situation, et on donne un peu trop rapidement, je trouve, la parole. Alors c'est super pour dire la liberté d'expression, tout le monde peut parler, mais je suis un peu d'avis de tout le monde peut parler certes, mais faut pas dire des saucisses non plus, quoi.
faut canaliser. Et je trouve que c'est un peu ce qui manque sur les réseaux, quoi. En fait, il faut se mettre dans la case liberté d'expression avec respect. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, à partir du moment où ces deux cases-là sont cochées, il n'y a aucun souci. Ouais. Mais malheureusement, à partir du moment où tu veux t'exprimer, il y a des gens en face qui ne vont pas forcément accepter ce que tu dis, alors qu'en fait, tu n'as rien dit de mal. Ou il y en a qui s'expriment, et justement en disant du mal. Ouais, donc, dans les deux cas, en fait, il y a un souci, soit il y a un souci venant de la personne qui t'écoute, qui est complètement fermée d'esprit, qui refuse et qui est prête à critiquer, à rejeter ce que tu dis. Ou alors, tu t'exprimes correctement, mais enfin tu t'exprimes pas correctement du moins, et tu dis n'importe quoi en fait. Et je pense que c'est un peu à chacun de faire un geste, c'est-à-dire la personne qui s'exprime, ok, exprime-toi, mais dans le respect. Et la personne qui t'écoute, elle t'écoute aussi dans le respect. Et à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Et c'est surtout la petite nuance, c'est qu'il ne faut pas imposer aux gens son propre point de vue. Exactement. Alors oui, forcément, moi je vais dire que cette voiture c'est la meilleure voiture de la Terre parce que j'adore ma voiture, je suis amoureux de ma voiture. Mais c'est peut-être pas vrai. Et j'en ai conscience de ça. Et il n'y a aucun souci. Il y a quelqu'un qui va me dire, oui, mais ça c'est peut-être mieux pour, je sais pas moi, sur tel aspect. Oui, bien sûr, j'entends, pas de problème. Et je vais pas dire, ah non, t'as faux. Et aller critiquer, quitte même à ce que ça aille vraiment au clash, voire des fois presque plus. C'est inutile, quoi. Moi, ma voiture, je l'adore. Je me fais peut-être déposer par 90% des véhicules, même d'origine, parce que maintenant, ça fait 170 chevaux, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est presque 170 chevaux. Maintenant, toutes les voitures récentes font presque vite 200 chevaux, quoi. Et oui, je me fais déposer par 90% des voitures sur la Terre, mais enfin, je m'en fous, quoi. Si j'avais voulu acheter un véhicule plus performant, j'aurais acheté un véhicule plus performant, mais je m'en fous, quoi. Et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant, et il y a un truc qu'on oublie, et c'est pour ça, je pense aussi qu'il y a pas mal de disparités entre les pays. Parce que pour avoir un peu voyagé et discuté avec soit des étrangers, on vu un peu une culture automobile, mais ailleurs. Et je trouve ça vachement intéressant, c'est que la culture japonaise, c'est pour ça que j'adore aussi les voitures japonaises particulièrement. Je trouve ça super le fait qu'ils aient fait dans les années 90 le fameux Gentleman Agreement qui bloquait toutes les voitures à la même puissance. 280 chevaux. Sur le papier. Bon, peut-être qu'elles faisaient un peu sur plus. Sur le papier, oui. Et sur le papier, c'était presque toutes les mêmes bases. Et au moins, ça bride tout le monde. Donc ils peuvent avoir, les gens, je sais pas moi, des Mazda RX-7, des Nissan Skyline R34, ils sont tous bridés les mecs, et ça met tout le monde d'accord. Ouais. Et c'est vrai qu'étonnamment ce pays-là, de par, alors il n'y a peut-être pas que ça qui a fait, mais de par leur mentalité, franchement, ils ont tous des voitures de fous furieux avec des configurations atypiques les uns que les autres, et ils se respectent, quoi. On va pas leur mettre un coup de clé, on va pas leur casser un rétro, et on fait pas pareil, quoi. Ouais, c'est ça. On est nombreux, en plus on a de la chance, c'est que je trouve que la culture automobile, ça devient, j'ai l'impression que ça revient un peu quand même à la mode de acheter des véhicules, on va dire à caractère sportif ou du moins ordinaire. Et justement, il faut qu'on en fasse une force, quoi. Qu'on dise, nous aussi Européens, nous aussi petits Français, on a notre culture et on se respecte, quoi. Donc c'est un peu dommage qu'il y ait beaucoup trop de critiques faciles, quoi. Exactement, c'est ça l'adjectif, c'est facile. Je sais pas, j'ai l'impression que pour beaucoup, il faut acheter un truc de 600, 700 chevaux un truc qui tracte. Mais alors qu'en fait, pas du tout. Et je comprends pas. Moi, je suis pour que chaque personne achète le véhicule qui lui plaît et puis terminer. Surtout qu'on est vraiment dans une un peu société où il y a beaucoup de paraître. Et je trouve que c'est malheureux, mais franchement, on s'en fout, quoi. Il vaut mieux être que paraître. On s'en fout complètement. Donc franchement, moi, peut-être que je vais pas avoir l'air d'un mec multimillionnaire dans ma 306, mais je m'en fous. Mais on s'en fout, hein. Je suis trop bien dans ma 306. Franchement, on s'en fout, hein. Et même des gens, des fois, qui ont pareil, d'autres véhicules, peut-être pas sportifs, franchement, qu'est-ce que ça peut... On s'en fout, quoi. Franchement, c'est fou, cette mentalité, vraiment, mais il faut une belle voiture, faut direct de l'allemande, ça fait beau et tout. Franchement, on s'en fout. Si t'aimes, tant mieux. Et si t'aimes pas, va pas acheter une marque que t'aimes pas. Juste pour paraître. Le truc, c'est le plaisir. À partir du moment où tu te fais plaisir avec ton véhicule te fait plaisir, point. Et puis souvent, les gens, moi, ce que j'aime bien, c'est que souvent les gens qui achètent, après, il y a aussi, je pense, le budget qui rentre en compte, mais plus la voiture est grosse, et je trouve que le plaisir n'est
plus si, enfin, c'est plus du tout pareil, quoi. Le mec va faire vachement attention. Bon, après, selon les prix, toujours pareil. Forcément, une voiture à 1 million d'euros, le mec va pas s'amuser à prendre un Dodan à 130, mais sur des voitures, on va dire, type allemande, donc un peu luxe, les gens, ils font attention. Alors oui, ils accélèrent un peu, mais ils font pas non plus, ils s'amusent pas tellement, quoi. Alors que des voitures, ça qui coûtent un peu moins cher, ben, c'est tellement plus joueur et tellement plus agréable, quoi. Franchement, mon père, il me disait ça. Simca, à l'époque, ça devait pas coûter bien cher. Et il se régalait avec cette voiture. Il la mettait à l'équerre dans tous les virages et puis il s'en foutait, quoi. C'était vraiment. Et puis bon, des fois ça marchait, des fois bon ben. Bon, après ils avaient plus de on va dire de liberté qu'avant, mais enfin comme maintenant, mais il se régalait, quoi. Et c'était pas un avion, hein. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un avion. Il n'y a pas besoin d'avion, il y a vraiment pas besoin. Il y a juste un véhicule, te fait plaisir, peu importe la marque, peu importe la génération. Alors oui, c'est plus agréable forcément d'avoir un véhicule. Et puis on est tous, je pense, un petit peu pareil. Mais on aime tous avoir forcément de la puissance. Et puis c'est vrai que plus on en a et plus on est content, on va pas se mentir. Mais c'est pas ça qui fait vraiment le plaisir de conduite. Moi, c'est pas ça qu'il faut rechercher en fait. C'est ça. Moi, pour comparer, c'est pour ça que je me permets quand même de rebondir là-dessus, c'est que ayant une Subaru, il n'y a quand même rien à voir avec ça, hein. On se le dit, 4 roues motrices, alors oui c'est plus lourd, mais c'est un 4 roues motrices, un moteur turbo, ça fait 225 chevaux, enfin c'est quand même autre chose. Mais je me régale 10 fois plus avec celle-là. Hein. C'est vrai. Mais c'est incomparable. Et justement, en parlant de ta Subaru, alors entre les deux, après celle-là, tu as eu d'autres vies? Enfin, j'ai eu des voitures tous les jours, on va dire. D'accord, après celle-ci, du coup? Ouais, j'ai eu celle-là. Et en fait, dans mon travail, j'ai un véhicule de fonction. Donc, du coup, c'était juste ma voiture plaisir, perso. Ouais. Et après, si j'ai acheté à un moment un véhicule de tous les jours, une 307 SW, enfin voilà, quoi, un peu comme tout le monde pour pas que ça consomme du 12 litres au 100, par exemple. D'accord. Et après, je l'ai revendu, je me suis un peu gratté la tête, j'ai essayé de mettre ce que je pouvais de côté en faisant attention, parce que c'était au même moment que je la restaurais elle. Donc bon, c'est compliqué, et quand j'ai fini celle-là, j'ai eu une opportunité, et tant pis, c'était pas prévu au programme, mais j'ai eu l'opportunité d'acheter ma Subaru, quoi. Et je me suis dit, de toute façon, c'est maintenant ou jamais. Ouais, d'accord. Et si je l'ai pas maintenant, je sais que je vais être dégoûté, et même si je l'ai maintenant, et qu'au final je la roule pas des masses ou que je prends pas de plaisir et que je la revends, je m'en fous, je l'aurais eu, quoi. J'aurais franchi ce cap-là, j'aurais testé. Je pourrais pas dire que j'aurais pas testé, parce que j'ai testé celle d'un copain à moi, mais bon, c'est pas pareil. Et j'ai eu une opportunité et pareil, sacrifice. Hein. On s'amuse pas à aller en boîte de nuit tous les soirs, acheter des bouteilles à hors de prix. Je faisais attention. Je mettais tout de côté, tout ce que je pouvais, et j'ai réussi à me l'offrir, quoi. Ok. Et au moins j'ai pu, j'en voulais une, je voulais tester, parce que en fait historiquement ma voiture c'est ma voiture de cœur, hein, et qui n'a rien à voir, c'est une Toyota GT86. Ça c'est ma voiture de cœur. C'est vraiment, cette voiture je la vois, je bave dessus, quoi. Ok. Et tout le monde m'a dit ouais mais t'aurais pu l'acheter ou vendre la 306, vendre la Sub et tu te l'achètes, quoi. J'ai dit ouais mais c'est pas pareil parce que déjà celle-là pour rien au monde je la vends, c'est sûr. Okay. Et en fait j'avais peur et c'est pour ça que j'ai pas eu l'occasion de la tester. Il faudrait que j'en teste une parce que je suis allé à 2 concessionnaires Toyota mais ils voulaient pas me la faire essayer. Bon, il y en avait qu'un qui l'avait déjà, l'autre elle était en commande parce qu'il fallait déplacer, faire passer l'enfer. Et ils voulaient pas sans on va dire une caution quelque chose comme ça. Bon ce que je peux entendre, hein, ils voient un jeune arriver, ouais j'aimerais tester ce véhicule. Bon déjà c'est plus un véhicule qu'ils ont en neuf, donc il faut voir avec Toyota Occasion, enfin c'est plus compliqué. Bon bref. Et j'avais peur que ça soit pas assez différent de ça. Parce qu'en fait c'est plus ou moins le même principe, ça fait 200 chevaux, bon un peu moins parce qu'elle ne sortent pas, mais 200 chevaux, c'est propulsion, moi je voulais absolument une propulsion, c'est léger, mais c'est juste ça qui diffère, quoi. Alors que ça c'est pareil, c'est léger, ça fait 170 chevaux, quoi. Et c'est juste que c'est une traction, quoi. Et je me suis dit, est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle, parce que c'est vrai que c'est des véhicules qui coûtent cher, je trouve. D'accord. Mine de rien. Et est-ce que j'aurais été peut-être sur le cul? J'avais peur d'être un peu déçu en termes de puissance. Et je me suis dit, bon, on verra. Et puis après, j'ai eu la Subaru. Enfin, j'ai eu l'opportunité d'avoir la Subaru. Je me suis dit, bon, allez, on réfléchit pas, je prends la Subaru parce que j'en voulais une, au moins pour l'avoir eu testé, voir ce que c'était. Ouais. Et puis bon, j'en suis super content, quoi. C'est vrai, okay. Malgré tout. Mais c'est vrai que d'origine, moi je lui reproche beaucoup de choses parce que je suis trop habitué à celle-là, qui n'a rien à voir. Donc c'est vrai que je trouve que c'est un peu lourd. C'est le freinage, vu que c'est une WRX pour les connaisseurs, une WRX8. Là même en gros que Quentin qui est déjà passé sur la chaîne, tout pareil. Même config, bleu, gros aileron, jante or, quoi. Okay. Et c'est vrai que d'origine, les freins c'est quand même limité, c'est un peu lourd, c'est pas si performant.
c'est déjà très bien. Mais je pensais que c'était beaucoup plus violent que ça, quoi, mine de rien. D'accord. Origine, hein, je parle de l'origine. Alors forcément, oui, si j'y mets 400 chevaux, ça va être un dragster, mais bon, je l'ai, je verrai, j'en suis très content quand même. Ouais, ça me change bien, déjà, j'aime bien la sortir. Mais c'est vrai que sur des événements auto, par exemple, je prends tout le temps celle-là. Sortir, je prends tout le temps celle-là. Subaru, en plus, nous, étant sur Toulouse, on en a, ou même périphérie, il y en a quand même dans la région, du fait qu'il y ait des spécialistes pas très loin. Forcément, on en voit quand même sur les routes. Enfin, moi, vers chez moi, j'en vois pas mal. Ouais. Donc, c'est pas si... Bon, c'est atypique, mais il y en a quand même. Ok. Alors que c'est vrai que celle-là, je suis tout seul, quoi. Sur Toulouse, avant, il y a une époque où il y avait pas mal de membres du Club 306 qui en avaient, mais là, ils ont tout changé de véhicule, des choses comme ça, ou ils ont fait leur vie ailleurs. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Ok, d'accord. Donc, c'est pour ça que je préfère, mine de rien, celle-là. Et puis, c'est ma voiture de cœur, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a eu l'histoire, c'était celle de mon frère, il a galéré avec, enfin bon, voilà, quoi. C'est vrai qu'elle a, de ton point de vue, elle a beaucoup plus d'histoire que... Oui. La Subaru, je l'ai acheté à quelqu'un que je connaissais pas. Il n'y a pas spécialement d'histoire, si ce n'est qu'elle a été mal entretenue et qu'elle a mal vécu toute sa vie, cette pauvre voiture. Okay. Donc tout a été mal fait, il faut tout refaire. Enfin bon, il y a quand même du boulot. Donc c'est ce que j'ai fait. Vu que j'ai fini celle-là, du coup, maintenant c'est la Subaru qui passe à la restauration. Mais ouais, il n'y a pas tellement, et puis j'ai pas beaucoup d'infos, donc il y a eu beaucoup de propriétaires certes, mais j'ai pas, je les connais pas, quoi. Ah oui, donc sur l'historique, tu as moins d'infos que voilà. Alors oui, j'ai beaucoup de factures de ce qui a été fait et tout, mais c'est vrai que faudrait que je me motive un jour à appeler les propriétaires, parce que y a des numéros, des choses comme ça. Mais bon, c'est toujours un peu malaisant. Ouais, salut, j'achète ta voiture d'il y a quelques années. Et tu l'as eu depuis quand? Et la Subaru, je l'ai achetée en tout début d'année, là, en janvier. Ok, janvier, ouais. D'accord. Donc ça fait pas un an que je l'ai. Et voilà, c'était la seule, bleue, gros aileron, jante or, d'origine surtout, parce que je la voulais d'origine, je voulais pas modifier. Je voulais un moteur d'origine en me disant qu'il n'y allait pas avoir moins de soucis, entre guillemets. Et puis au moins, j'avais une base. Je préférais que la base, il y ait beaucoup de travail, mais au moins c'est de l'origine. D'accord. Il n'y a pas eu de magouille, il n'y a pas eu de... Bon, du coup, tout est à refaire, les cylindres blocs, les amortisseurs, mais au moins c'est de l'origine. Ok. Donc au moins, tu y tenais. Voilà, et puis au moins, je démonte, j'apprends, forcément. Et ouais, je trouve ça plus intéressant que quand c'est modifié, des fois, c'est modifié pour cacher quelque chose, alors que là, au moins, quand je l'ai testé, j'ai vu direct tous les défauts, quoi. Il n'y avait pas de vis cachée, quoi. D'accord. Donc au moins, je l'ai acheté en connaissance de cause, et je préfère que quelqu'un qui va peut-être, je sais pas moi, mettre des pneus neufs pour compenser un bruit ou une sensation, et en fait, il y a tout à refaire, quoi. Donc et comme j'ai eu un copain à moi qui m'a transmis un peu l'amour pour la Subaru, qui lui a eu que des problèmes de A jusqu'à Z. Ah ouais, la voiture était rouillée, c'était pas le bon moteur qu'il y avait dedans, enfin bon, il a eu tout ce qui était possible et inimaginable. Donc depuis, je fais gaffe. Oui, il t'a mis en garde un peu. Et du coup, il est venu avec moi. Je lui ai dit, alors on va se taper 7 heures de route, mais tu viens avec moi, parce que même si c'est pas pour l'acheter, au moins on la voit, tu me dis ce que t'en penses, et je vois si je franchis le cap, quoi. D'accord. Et il m'a dit, c'est pas compliqué, elle est d'origine, peinture d'origine, pas rouillée, ce qui est extrêmement rare pour une Subaru quand même, je tiens à le notifier. Il m'a dit, fonce, quoi. Fonce. Tant pis, il y aura du boulot, mais t'es pas pressé, de toute façon, au pire tu l'as maintenant. Donc tu peux la refaire dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans s'il faut. Elle roule, elle est pas cassée, franchement, feu, quoi. Ouais, ok. Donc voilà. Le pourquoi du comment je suis passé du 306 à une Subaru. Ouais, d'accord. Mais je garde la GT86 pas loin, parce qu'il faut que j'en teste une. Ouais, ok, écoute, je te le souhaite. Hein. Et je sais très bien que dès que je vais la tester, c'est... Soit je tombe amoureux direct, et je serai capable de vendre la Subaru pour passer à ça. Ok. Ou pas du tout. Ou pas du tout, et je vais te dire, ouais, en fait c'est super, mais c'est pas non plus... Tu connais des gens un peu avec... J'ai discuté avec quelqu'un qui, étonnamment, habite pas très loin de chez moi, enfin, du moins qui travaille pas très loin de chez moi, qui a une GT86, il est un peu connu sur les réseaux, une GT86 avec un kit Rocket Bunny noir, elle est. Et on avait discuté, et puis quand j'ai amené celle-là en carrosserie, parce qu'elle a été repeinte, elle était carrosserie, du coup il avait vu ma voiture, donc on avait discuté comme ça, en mode j'ai vu ta voiture au carrossier, ça y est, tu la repeins, enfin bref. Et on devait se voir effectivement pour déjà qu'il m'amène, voir un peu les sensations, quoi, et qu'il me fasse découvrir, quoi, comment lui, son point de vue, qu'est-ce qu'il en pense. Et on n'a pas encore eu l'occasion, donc et puis bon.
comme d'habitude, les emplois du temps de chacun font que c'est compliqué. Mais j'espère. Et puis quand j'en vois une sur un rassemblement, je regarde à chaque fois s'il n'y a pas le propriétaire par là. Ah, d'accord. Pour voir les points de vue, toujours pareil, et qu'est-ce qu'ils en pensent, les points négatifs, ce qu'il faut faire attention, toujours pareil. Puis bon, j'espère, on verra. Franchement, il n'y a pas de raison. Je te le souhaite. Hein, et y a... Quand je vais dans des rassemblements, il y a souvent des groupes. Ouais, c'est ça. Ils arrivent souvent en bande à 3 ou 4. Donc je pense que c'est un véhicule qui est très apprécié. Oui, sur le papier, pour moi c'est le véhicule pas parfait mais presque, c'est léger, propulsion, centre de gravité très bas, donc intéressant, moi qui aime bien on va dire des véhicules entre guillemets performants en termes de châssis. Je trouve ça super intéressant et c'est une voiture japonaise, donc il n'y en a pas de deux pareils, on a un potentiel de modification qui est vraiment énorme sur ce type de véhicule. Et puis après c'est les goûts et les couleurs, hein, mais la gueule, je trouve que c'est quand même ouf d'avoir fait une bagnole dans ces années-là où on disait qu'il fallait faire des petites cylindrées avec des petits moteurs. Ils ont quand même fait un moteur atmosphérique, mine de rien, pas moteur turbo. Ils auraient pu mettre un moteur de Subaru. Ben non, ils ont mis un moteur atmosphérique, donc bon. Sur le papier, c'est tout ce que j'aime, mais bon. J'ai eu beaucoup de retours où le châssis est très performant, mais en gros, c'est vrai que ça manque pas mal de puissance. C'est très creux, apparemment. Ou alors la plage d'utilisation est très courte. D'accord. Donc, bon. Après, tu aurais un moyen de rester chez Subaru si tu prenais la BRZ. Ouais, mais va savoir pourquoi. Les goûts et les couleurs, toujours pareil. Je veux pas une BRZ, je veux une GT86. Ok. Ouais, je sais pas, c'est pareil, il y a aller à 2-3 éléments près. Mais non, pour moi, alors je suis particulier, hein, mais pour moi, Subaru, c'était voilà, WRX bleu, jante or, gros aileron, quoi. J'adore les autres couleurs, hein. Et la mienne, je voulais qu'elle soit comme ça, et je voulais ce type de modèle, pas celle d'avant, pas celle d'après, ce type de modèle. et pour la GT86, pareil, je veux une GT86, je veux une Toyota. Ouais, très bien. C'est pareil, mais je sais pas quoi, je veux une Toyota. Ok, ben c'est net et précis, ouais, pas de souci. Tu as un véhicule qui sort de l'ordinaire. Que je pense beaucoup de personnes ne connaissent pas parce qu'ils s'attendent juste à mon avis, ça va interroger. Ouais, je pense. Il y a moyen que ça interroge. Ils s'attendent pas, comme tu as dit, à ce que ce soit une GTI. Et ça, c'est parce que déjà, c'est de famille. Donc, dans ta famille, ils ont choisi de sortir un peu du lot, de prendre un véhicule un peu. Ouais, alors au début, c'était pas du tout. C'est pas du tout dans ce but-là. Non, le but, c'était juste, ça coûtait pas cher, c'est confortable, ça coûte pas cher en entretien. Et puis, il y en a eu beaucoup quand même, les 306, tout modèle confondu, les générations confondues. Donc, de la pièce, enfin voilà, mon père, lui, en plus, étant pas un mécano de métier, mais qui, quand même, a passé une bonne partie de sa vie à faire de la mécanique, quand même. C'est sur agricole, mais bon. Plus ou moins pareil sur bagnole, il en a fait quand même beaucoup. Il a toujours modifié ses voitures, bricolé ses voitures, enfin voilà. Et forcément, lui, il s'est dit, bon, ça c'est super, il y a de la pièce, je me fais pas trop de soucis là-dessus, ça je peux le changer. C'est costaud, c'est du Peugeot, feu quoi. Et la première, ils l'ont gardé un moment, il a cassé le moteur, il a changé le moteur. Et bon, l'autre après, celle qu'ils ont eu a fini pareil, une roue s'est arrachée et du coup, perte du véhicule dans un virage. Aïe, ok. 3 tonneaux, 306 cassés. Pas de blessés, mais plus de voiture. Ah ouais, ok. Du coup, il a racheté une Peugeot. Ouais, très Peugeot quand même, très Peugeot. D'accord, franchement, il faut, hein, si dans ta famille c'est comme ça, pérenniser la chose. Hein. Et puis j'ai mon meilleur ami, lui, ils sont très Renault. Et du coup, c'est exactement le même un peu principe, c'est que ils sont pas du tout mécanos, hein. Pareil, ils font tout sous-traiter en garage et tout, mais c'est le même principe quoi. Ils ont eu, on va dire, la première Laguna, et puis arrivé un moment, la voiture elle lâche quoi, et puis ils ont eu après la génération d'après, puis l'autre modèle, et du coup c'est assez rigolo, c'est que on se reconnaît un peu tous dans ces cheminements un peu de véhicules quoi. Ok, bon, parfait. Je reste admiratif face à cette persévérance de faire découvrir moi j'adore ta voiture. J'adore ça. Et pourtant, ce qui est très bizarre, c'est qu'au départ, je suis extrêmement réservé, extrêmement timide. Ok. Mais depuis peu, quoi, après, je pense que le fait d'avoir pas mal voyagé a fait que ça t'a aidé un peu. Ça aide quand même à sociabiliser. Pas le choix quand. Déjà les gens ne parlent pas ta langue, c'est quand même pas facile à gérer, quoi.
Et du coup, c'est vrai que je viens de plus en plus vers les gens. Si je vois quelqu'un qui regarde, qui est un peu, il savait pas trop, je vais le voir. Ok. Pas de souci, quoi. Ok, parce que justement, la personne, peut-être qu'elle n'ose pas te poser des questions. C'est ça. Donc, et puis des fois, on est deux, des fois, on se le ressent. Il y a deux personnes un peu timides qui se Un regardent, peu, et puis bon, qui c'est qui fait le premier pas, quoi. C'est ça, ouais. C'est un peu comme la première fois où on voit sa femme, pareil. Il faut engager. Il y a un qui doit engager la conversation à un moment donné. Et puis ça débloque des choses. Hein. Ah, oui. Moi, j'ai déjà essayé. Moi, je vais beaucoup vers les gens, en fait. Je me dis, en fait, on n'a rien à perdre à aller vers les gens. À la limite, la personne ne veut pas discuter avec toi de sa voiture, tant pis, on ne discute pas. Voilà. Mais ce que je trouve un peu dommage, mais bon, ça se respecte. Mais moi, je n'ai rien à perdre. J'essaie d'en apprendre un peu plus sur les véhicules des gens, sur les gens en eux-mêmes. Et puis ça crée une sorte de déblocage. La personne... en discutant, je me dis, mais en fait, la personne, elle a envie de discuter. Puis le mec, il est peut-être gentil. Puis après, c'est pas mal comme ça que j'ai créé des amitiés, quoi. C'est que il a d'autres centres d'intérêt. Il n'y a pas aussi que la voiture. C'est ça. Et puis on se correspond. Et puis du coup, on discute. Puis on va se revoir à tel endroit. Et puis on se revoit. Et puis après, on devient amis. Ouais, exact. Je vais te poser quelques questions. Tu peux. Des questions, c'est une sorte de petit quiz en fait. Voilà, c'est des questions assez courtes. Et puis tu vas me donner ton avis, ce que tu ferais dans telle ou telle situation. Première question, par rapport à tes deux voitures, j'ai déjà un peu la réponse. Et je pense que les personnes qui regardent aussi. Ils l'ont senti. Si tu devais garder une seule, laquelle ce serait? La 306. 306 direct. 306. J'aime pas ma Subaru, attention, mais c'est pas pareil. C'est comme une première copine. Ça s'oublie jamais, elle ne s'oublierait jamais. Et il y a un moment, je l'avais mise en vente. Et j'avais fait même un peu exprès de la mettre un peu plus cher que le marché. Et il y a même des gens qui voulaient l'acheter. Et au final, je fais désolé, je suis pas prêt. Je suis pas prêt psychologiquement à la vendre. Et au final, non. Je savais très bien que si je l'avais vendue, je m'en serais mordu les doigts. Ok. Donc non, je la garde. Ok. Et puis elle casse, je la referai. Tant que je peux, je la referai. D'accord, très bien. Laquelle que tu démarres le matin sans hésiter? C'est-à-dire, un jour, tu te dis, laquelle que je prends? C'est-à-dire, c'est un jour de week-end, par exemple, ou c'est un... ça dépend. J'aime bien changer. Donc, c'est vrai, autant j'adore cette voiture. J'adore la conduire. Ouais. Mais là, ce week-end, je suis allé chez des amis à moi à 1 heure de Toulouse, quoi. Là, faire du long trajet, je prends la Subaru. Ok. Selon le trajet, selon le mood aussi. Tu sais que la Subaru, étonnamment, alors les gens vont peut-être me dire que je suis bizarre, mais la Subaru, je sais pas, j'aime bien, je cruise avec, quoi. D'accord. Le moteur, la sonorité du moteur fait que c'est vrai que c'est particulier quand même le moteur d'une Subaru. Et je sais pas, la sonorité, le confort de la voiture, quand même, mine de rien. C'est vrai que c'est des gros sièges. Et je sais pas, j'adore la cruiser. Alors oui, c'est super impressionnant quand on roule un peu sportivement. Mais je sais pas, faire des longs trajets, je préfère avec la Subaru, malgré que j'ai déjà fait de très longs trajets avec. Quand on fait des week-ends avec le club 306, des fois on se balade. Moi, je suis de Toulouse, donc forcément, quand c'est, je sais pas moi, sur Bordeaux ou plus haut, en Charente, des choses comme ça, il faut rouler un peu plus. Mais bon, c'est toujours pareil, ça dépend de la philosophie. La voiture, elle est moins faite pour faire du trajet autoroutier que, par exemple, une Subaru. Subaru, ça reste une berline, en soi. Ok. Donc ça dépend. Je suis assez... ça dépend. Franchement, ça dépend. D'accord. C'est selon ton humeur, selon le contexte. Ouais, le mood, ça dépend ce que je vais faire. Ça dépend. Bon. En tout cas, je suis toujours aussi content, que ce soit l'une ou l'autre, quand je la démarre. D'accord. J'ai la banane, quoi. D'accord. Parfait. Est-ce que tu es du genre à prêter tes véhicules? Ça dépend. Ça dépend pourquoi et ça dépend qui. Mais oui, bien sûr, j'ai eu l'occasion de travailler encore actuellement avec on va dire un jeune qui, pareil, est passionné de voiture. Et donc je lui ai fait découvrir cette voiture. Un jour, en allant au travail, je l'ai prise, quoi. Et il m'a dit, c'est cool et tout. Je lui ai dit, t'as kiffé? Il me dit, c'est super. Je lui ai dit, tu la testes maintenant. Ah bon, et tout. Je dis, si tu la kiffes passager, il faut que tu la kiffes en conducteur. Et puis il faut que... j'aime donner, entre guillemets, cette opportunité. Alors, c'est pas non plus, attention, je donne pas une Rolex, ou un truc qui vaut des millions et des millions d'euros, mais j'aime donner cette opportunité à des gens qui aiment la voiture. Ils pourront se dire un jour, j'ai testé ce véhicule-là, quoi. D'accord. Et peut-être que quand ils vont en parler, je sais pas, à d'autres personnes, ah ouais, t'as eu ça, quelle chance, quoi. Et moi, je suis pour offrir cette chance-là aux gens à qui ça intéresse. Et puis, j'ai aucun souci, quoi. Ok. J'ai eu même des copines que j'ai eues qui
qui ont déjà pris ma voiture. Enfin, il y a pas de bon. Je suis un peu plus. Je fais attention parce que souvent, c'était pas habitué à avoir des voitures sportives. Okay. Donc faut faire quand même un peu attention, quoi. Ouais. Et puis celle-là est un peu particulière vu qu'elle est modifiée. On en parlera peut-être après tout à l'heure, mais faire attention aux trous, aux dodanes. Okay. Bon, il y a le fait qu'elle tombe pas à droite. D'accord. C'est particulier. C'est vrai que ça peut être surprenant quand on n'est pas habitué. Mais sinon, je peux la prêter, pas de souci, quoi. Ok. En termes de tenue de route, laquelle gère mieux? Les routes sinueuses par exemple? Ça dépend ce qu'on recherche. Alors moi je peux pas comparer parce que j'ai une Subaru d'origine entièrement et j'ai une 306 entièrement modifiée. Donc je peux pas comparer, quoi. C'est vraiment c'est comme si on compare un peu un couteau à beurre et je sais pas moi, un grand couteau bien aiguisé, quoi. C'est particulier. Okay. Mais je sais que sur la 306 c'est beaucoup plus impressionnante en entrée de virage. De mon ressenti, alors après je suis pas un pilote, attention, hein, à prendre avec des pincettes, parce que je les vois arriver, les personnes qui vont dire lui il se comprend un pilote, non pas du tout, j'ai pas du tout cette prétention là, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante en entrée de virage, parce que je peux arriver beaucoup plus fort, je peux freiner beaucoup plus tard, et comme le fait qu'elle se place, c'est vrai que l'entrée de virage est beaucoup plus intéressante, mais comme du fait que ça reste une traction, et que j'ai moins de puissance, les sorties de courbe, des fois, selon le contexte, sur une pente, sur des choses comme ça me manque un peu. C'est vrai que la Subaru, elle est beaucoup plus, elle est moins agile forcément, de par son poids, son empattement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle met vachement en confiance. Okay. C'est que même si le volant n'est pas spécialement en roue droite, si les roues sont braquées, à partir du moment où on écrase la voiture, 4 roues motrices, il n'y a aucun problème. C'est beaucoup plus sécurisant. Pour quelqu'un qui veut rouler un peu sportivement, on va dire, sans faire le débile et sans qu'il ait non plus des compétences de pilote, hein, mais juste quelqu'un qui veut s'amuser un peu plus, je serais plus tranquille si je lui donnais la Subaru parce qu'elle est polyvalente entre guillemets. Okay. Alors celle-là, il faut quand même avoir un peu le coup de main et puis c'est plus petit, c'est plus raide, bon, faut faire attention, quoi. D'accord. Donc c'est vrai, c'est deux philosophies totalement différentes. D'accord. Ouais, vraiment rien à voir. Mais si pour faire du circuit, demain je prends celle-là. Tu prends celle-là? Ah, c'est sûr. Ok. Et je serai plus rapide avec celle-là qu'avec l'autre. Ah ouais? Normal, l'autre est beaucoup plus... Elle est toute d'origine, vraiment toute d'origine. Donc les freins sur Subaru c'est particulier, au bout de 3 freinages il n'y en a plus, c'est comme un peu BMW. C'est lourd, c'est pas spécialement incisif. Donc là ça va, j'ai une géométrie dessus qui fait qu'elle enroule un peu plus, mais c'est vraiment particulier. Donc ça c'est un scalpel. Plus de plaisir à 80 km/h ou 130? Et alors plus de plaisir en roulant tranquille, je pense. Ouais. Donc 80 km/h. D'accord. Mais sur mes deux voitures, en fonction de la route, j'en préférerais une plus que l'autre, quoi. La Subaru, c'est vrai que pour du 130 c'est très bien. Celle-là, 130, ça résonne. Enfin, c'est moins agréable de par le fait qu'elle ait une boîte courte. Donc à 130, c'est à 4000 et quelques tours minute. Donc ça résonne quand même pas mal. Hein. Et alors que la Subaru, c'est vrai que mine de rien, que ce soit à 130 ou à 80, ça fait pas énormément de bruit, c'est bien insonorisé vu que c'est une berline. Okay. Donc ça dépend, mais pour faire du trajet long, autoroutier, Subaru. D'accord. Même si j'ai déjà fait des longs trajets avec celle-là. Mais sinon, je préfère petite route à 80, je prends celle-là, quoi. C'est plus agréable. Donc ça dépend du contexte. Le contexte, la route, et puis le mood aussi. Ouais. Des fois je vais reprendre la Subaru, je prends la Subaru. Ok. J'ai cette chance-là, ça va, je l'entends que j'ai deux voitures plaisir. Donc bon. Ok. Moteur atmosphérique ou turbo? Qu'est-ce que tu préfères? Du coup j'ai les deux. Oui. Donc je peux donner, on va dire, mon point de vue. J'adore le moteur atmosphérique, vraiment, tu verras tout à l'heure, c'est super, ça prend des tours. Ouais. Alors oui, ça fait un petit peu le cliché de la voiture qui fait plus de bruit que ça avance, peut-être, mais c'est tellement plus, je trouve, agréable à conduire, de vraiment chercher loin dans les tours minutes, passer les vitesses, moi j'adore ça. D'accord. Mais on va pas se mentir quand même, étant aussi fan de japonaises, pas que de petites sportives, on va dire françaises. Ouais. Étant fan de japonaises, quand même le turbo. Bon, ça a son charme. Ça a son charme. Tout ça, ça dépend des véhicules. Okay. C'est pour ça que tu vois la GT86, vraiment le truc qui lui manquerait. Pourtant, j'adore quand même le moteur atmosphérique. Mais si demain c'était un moteur turbo, s'il avait sorti ça un moteur turbo et qu'elle faisait, je sais pas moi, 250 ou 300 chevaux, c'est sûr que je l'aurais acheté. Ok. Ça, c'est sûr. C'est sûr.
pourrais pas poser de questions, direct. Donc tu l'aurais prise à la place de la Subaru? De la Subaru, ouais. Ouais, ok. C'est sûr. Mais j'aurais pas vendu celle-là. Oui, parce que celle-là, tu la vends pas, Non, en fait. Ça, c'est la vie, ça. Ah, c'est sûr. Et puis, si je meurs avant, on m'enterrera avec. Tant pis, on fera un trou et on me mettra avec. Ouais, après, peut-être qu'un jour, je vais changer. Mais peut-être que j'aurai, je sais pas moi, d'autres préférences, ou que j'aimerais pas les moteurs atmosphériques, ou que j'aimerais plus les moteurs thermiques. J'espère pas. Mais bon, on sait jamais. Mais ouais, ça dépend des véhicules. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance pour l'électrification des véhicules? Alors, étant donné que je travaille dans une entreprise où on fait des machines qui sont électriques, donc je me suis un peu réconcilié avec l'électrique, parce qu'au départ j'étais un petit peu quand même un peu extrémiste, faut le dire, voilà. Mais en fait il y a du bon partout. J'entends qu'un moteur thermique c'est super parce que bon, on est tous passionnés, on adore ça, ça fait du bruit, ça fait des flammes, c'est super, c'est ok, parfait. Mais j'entends aussi qu'une personne qui s'en fout un petit peu des voitures ou qui va travailler ou pour des raisons de confort, parce que c'est vrai que c'est quand même très silencieux quoi. Ça on pourra jamais le renier de toute façon. Donc je suis pas pour. Pas contre non plus, ça dépend de l'intérêt. D'accord. Faire une ultra sportive électrique, je trouve ça inutile. Si ce n'est que pour faire des 0 à 100 en une demi-seconde, mais je trouve ça inutile. Okay. Par contre, faire un véhicule le plus confortable possible en électrique, là je trouve qu'il y a un intérêt. Parce que là, du coup, on profite de tout l'intérêt de l'électrique. Parce que c'est confortable. Alors oui, d'accord, on va me dire, oui, mais l'électrique, ça marche aussi beaucoup plus fort que le thermique. Oui, peut-être, mais je sais pas, je trouve que c'est pas pareil. Et puis quand... Je sais pas, deux véhicules pour moi, après c'est mon point de vue sur les voitures de sport, mais pour moi voilà, une voiture de sport c'est un moteur thermique et une voiture on va dire de tous les jours quoi, serait un véhicule électrique. Mais ça ne me dérangerait pas, demain on me dit t'es obligé d'acheter un véhicule électrique pour aller au travail. Si on m'enlève pas ma passion le week-end qui est des véhicules thermiques, c'est pas que je m'en foutrais. Mais j'entends le fait que sur certains points, que ce soit écologique ou autre, à la rigueur, même si je suis pas spécialement convaincu de l'intérêt de la chose, du moins de comment on nous l'amène, en disant que c'est super, c'est pour une planète verte, bon, il y a quand même du pour et du contre, c'est comme partout, mais il faudra faire des concessions. De toute façon, on va arriver à un moment où quand il n'y aura plus de pétrole, faudra faire quelque chose. C'est vrai. Donc j'entends qu'ils essaient d'anticiper. Forcément, parce que du jour au lendemain, plus de pétrole, bon ben, retour à l'étang des chevaux, quoi. Mais ouais, ça, je n'inciterai pas à pousser quelqu'un absolument, faut se mettre à l'électrique, Mais bon, je peux comprendre les points de vue. J'ai des amis, même au travail, qui ne vivent que par l'électrique. Ah bon, qui ont des véhicules électriques et voilà. Alors forcément, moi quand j'arrive avec mes véhicules électriques juste parce qu'il y a des phares quoi. Donc forcément c'est quand même assez deux salles d'ambiance. Mais c'est pas pour autant qu'il y a de la haine quoi. Enfin vraiment, ils ont leur avis, leur point de vue. J'ai le mien. On est plus ou moins raccord là-dessus quand même. Parce qu'ils aiment quand même en général, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'ils aiment quand même les véhicules, on va dire, atypiques ou du moins sportifs, thermiques. Mais bon, arrive un moment, voilà, toute bonne chose a une fin. Et je pense qu'on s'y accroche tous comme on peut, mais j'ai peur que malheureusement, on n'ait pas le choix. Arrive un moment, ça va bloquer. Quoi. Donc j'entends aussi le fait que les constructeurs, pour pas trop pénaliser, parce qu'il y a quand même un marché de la voiture sportive, qui met des véhicules hybrides. D'accord. Je le conçois. D'accord. Je l'entends. Je dis pas que je l'achèterai, mais je peux comprendre. Il y a du bien partout de toute façon, donc on va arriver à un moment. Voilà. Et puis il faut vivre aussi avec son temps. On va pas se mentir. La technologie avance et même si je suis un extrême fan de tout ce qui est très ancien, les vieilles voitures vraiment, mais vraiment très vieux, les toutes premières voitures, les premières machines, vraiment j'adore ça. Mais bon, on va pas se mentir que voilà, c'était une autre époque. Alors je suis nostalgique d'une époque que j'ai pas connue peut-être, mais bon voilà, il y a du bien partout. D'accord. Donc pour ou contre, ça dépend. Voilà. Obliger les gens, non. Je trouve que ça c'est quand même pas ouf. Mais par contre, on va le favoriser, des gens qui habitent en ville ou des choses comme ça, j'ai aucun problème là-dessus. Quoi. Puis même c'est pas plus bête, quoi, au final. Quand ils font des petits trajets, franchement, aucun problème. Quoi. D'accord. Parmi entre tes deux voitures, quel est le plus gros défaut de chacune? Bonne question.
Bonne question. Alors, je dirais la Subaru, le plus gros défaut, il se corrige, hein, mais d'origine, actuellement, dans l'état des choses, c'est le freinage. Parce que je suis habitué à un véhicule qui freine très fort, donc forcément, on voit vraiment la différence. D'accord. Moi, je dirais ça en premier lieu, et le poids. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, hein, 4 roues motrices, c'est pas léger. Et celle-là, son plus gros défaut, je dirais que ça... Soit c'est le fait que ça manque de chevaux, ou c'est un poil lourd, peut-être. Faut compenser. Un poil lourd. Ouais, un poil lourd. Ok. Parce que là, combien elle pèse? Là, en gros, tout plein fait, actuellement, ça fait l'équivalent de 1000. Moi, je l'avais pesé, mais j'avais pas tout à fait le plein, donc on va dire ça fait 1200 kilos. D'accord. En gros. D'accord. Mais c'est vrai que, alors ça marche très bien, hein, mais par exemple, la Peugeot 309, si je dis pas de bêtises, les puristes me crieront dessus au pire, mais donc c'est la 309 qui avait la même base que le moteur que celle-là, en gros, en 160 chevaux. Ouais. Pas en 167, en 160 chevaux. Mais sur, je sais pas, ça doit faire 950 kilos, quoi. Ah oui. Ou une tonne. Donc là, oui, là, il y a intérêt, quoi. Alors que là, c'est vrai que c'est un poil plus lourd, mais bon, après, c'est normal, c'est un peu plus large, les trains roulants sont un peu plus gros, bon. Donc, ça me manque toujours pareil. Comme ça, c'est très bien. Mais bon, si ça faisait 30 chevaux de plus, bon, voilà. Ok. Et dernière question, ton premier souvenir avec la 306? Laquelle? Le modèle 306 ou celle-là? Celle-là, ouais. Ben, le premier souvenir, pas le premier, mais on va dire le plus marquant. Oui. Il y en a deux. Donc, je suis un peu chiant, je modifie les questions, mais en gros, il y en a deux. Il y a eu la première fois où je suis monté dedans, mon frère m'a fait faire un tour. Ouais. Donc, c'est là où je suis monté. Alors, j'étais déjà monté dans les voitures sportives avant, mais je suis monté dans celle-là. Et la fois où je l'ai prise pour la première fois avec mon meilleur ami. D'accord. Et on a fait notre premier tour où c'était ma voiture, quoi. Oui. T'as vu, voilà, tu vois, c'est... Ok, c'était celle de mon frère à un moment, mais là, c'est la mienne. C'était à toi, ouais. Là, je peux me balader tout seul. C'est ça, c'est ça. La première balade, quoi. Ouais, ok. Voilà, les deux moments les plus... Plus marquants. Ouais. Pour toi, ouais. Ok. Bon, ben super. Ben écoute, Valentin, merci. Merci à pour toi. cette première partie. Place à ton véhicule, on va en discuter, tu vas nous le présenter. J'aurai des choses à dire. Ok, ben super, super, super. Bon, ben on fait ça. Bon, ben à tout de suite. Hein. Yes.